a encore quelques années, vivaient paisiblement des grenouilles et des tritons. Mais depuis l'arrivée du train, les amphibiens ont dû faire leurs valises. Lors de la construction de cette ligne Tours-Bordeaux, il a fallu mettre en place des mesures dites compensatoires. En bref, si l'on détruit l'habitat d'une espèce protégée, on doit recréer à proximité cet habitat sur des surfaces 2 fois, voire 3 fois plus grandes. Sur cette ligne, 223 espèces protégées sont impactées, comme ici aux abords de la Boivre, une rivière qui passe par la ville de Poitiers. On a fait des travaux de génie hydraulique qui sont des mesures de compensation à destination du brochet et en général de toute la faune piscicole. Ici, on est sur un site où il y avait un espèce de barrage qui coupait la rivière en deux et ainsi on a rejointé, si je puis dire, les 2 bouts du cours d'eau et on offre une continuité écologique beaucoup plus importante pour le brochet en particulier, mais aussi pour toute la faune piscicole du cours d'eau. Sur l'ensemble de la ligne, pour compenser la destruction de la nature, 3800 hectares ont été restaurés. Maintenant, l'étape, c'est le suivi des mesures mises en place, un travail qui s'inscrit dans le temps long. Notre objectif, c'est d'avoir un projet à biodiversité positive à terme. On voit qu'il y a des sites de milieux naturels qui sont en permanence conquis, soit par l'agriculture, soit par l'artificialisation des terres, l'extension des agglomérations. Avec ces mesures compensatoires que l'on entretient pendant 40 ans, on est sûr que ces sites seront favorables à la biodiversité, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si ce programme n'existait pas. Une position nuancée par les associations de protection de l'environnement qui dénoncent des mesures parfois aléatoires et trop optimistes. Ici, des mares ont été créées pour accueillir nos amphibiens délogés. On s'aperçoit que pour le moment, on retrouve un petit peu la diversité, c'est-à-dire qu'on retrouve quasiment les espèces qui avaient été inventoriées initialement, mais par contre en termes de quantité, on est très loin encore du compte. Il va falloir beaucoup de temps pour que les populations initialement présentes sur le secteur puissent s'installer à nouveau et perdurer. Il faut ajouter à cela des ouvrages parfois surprenants. Ici, on a créé ces tunnels passant sous la voie pour permettre aux amphibiens de traverser sans danger. Si certains animaux ont compris le principe et l'utilisent, ce ne semble pas être le cas des grenouilles. Malgré tout, l'ensemble de ces mesures compensatoires ont été validées par l'État en novembre 2020. Mais les négociations ont été complexes. Des fois, ce n'était pas toujours évident parce qu'il y avait aussi la pression du porteur de projet pour faire en sorte que ça aille rapidement, que la compensation soit évaluée de manière minimaliste, parce que forcément il y a des enjeux économiques derrière. La mise en place des mesures compensatoires, c'est aussi un leurre dans le sens où la compensation, avec un résultat zéro impact sur la biodiversité, ça n'existe pas, quoi. Voilà pour ce reportage de Juliette Jean. Je vais vous faire réagir, Dominique Bussereau, parce que vous connaissez ce coût environnemental, mais aussi les efforts fournis par les associations, on l'a vu, et par les concessionnaires, des efforts d'ampleur pour préserver cette biodiversité. Je me suis occupé au gouvernement de la construction de cette ligne. Oui. Dans certains secteurs, ça a amélioré l'environnement. C'est-à-dire qu'on est passé de landes dégoûtantes, mal entretenues, à un passage en toute qualité, avec une reforestation des 2 côtés, parfois très loin, des passages pour le gibier, et honnêtement, la blessure dans le paysage d'une ligne TGV, c'est beaucoup moins qu'une ligne à haute tension, c'est moins que certaines éoliennes, et c'est beaucoup moins qu'une autoroute. C'est pas si facile que ça. Quand vous voulez réouvrir une autoroute ferroviaire, mettre des camions sur des wagons, et pour empêcher les camions sur la route. Mais il y a des communes qui disent non, on ne veut pas, parce que nos passages à niveau vont être fermés toute la journée, on n'en veut pas. La réouverture ou l'accélération du trafic sur une ligne ferroviaire pose aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Oui, c'est une des composantes que vous avez eu à affronter lorsque vous rédigiez votre rapport aussi. Effectivement, vous l'avez déjà dit, le réseau français il fait près de 29 000 km. Donc il y a un vrai enjeu aussi à commencer par redévelopper le train sur le réseau existant, parce qu'on a la chance d'avoir un réseau très dense. Oui. On sait par exemple qu'on a environ 9 Français sur 10 qui habitent à moins de 10 km d'une gare. Donc on a déjà un réseau qui est densément maillé. Puis je me permets de rebondir sur un autre point, quel est l'impact climatique de ces constructions de lignes. Là, il y a des exemples intéressants, notamment sur Dijon-Belfort. Il y a des études, évidemment, qui ont été faites pour évaluer l'impact climatique de cette nouvelle ligne LGV. Et ce que l'on constate, en fait, c'est que le train est tellement peu émetteur par rapport aux autres modes de transport que finalement, l'impact climatique de cette ligne, il a été amorti en environ 12 années. Donc, ça montre encore une fois que le train il est vraiment moins émetteur. Et puis surtout, ça pose une question presque philosophique, j'ai envie de dire, à savoir
où est-ce qu'on met nos émissions de carbone, puisqu'on sait qu'on va être limité en termes d'émissions de carbone. Est-ce qu'on le met dans des infrastructures qui vont durer 40 années, qui vont servir pour de la LGV, mais pas que, qui peuvent servir aussi pour des trains de nuit, pourquoi pas, pour du fret, ou est-ce qu'on le met dans des avions court-courrier qui volent 1h20 et puis ensuite c'est terminé? Ça pose aussi ces questions-là. Voilà, c'est toute cette philosophie du train que nous prenons dans cette émission avec nos invités pour l'illustrer et que ne démentira pas notre invitée dans ce Tous Terre à Terre. Elle publie un ouvrage intitulé Slow Train. Voilà, apprendre justement à réenvisager le train comme une découverte douce et lente de nos territoires. Voici le livre de notre invitée Juliette Labaronne dans ce Tous Terre à Terre. Bonjour Juliette. Bonjour. Votre livre est un guide qui raconte les histoires de lignes, les histoires des territoires, une déclaration d'amour au train, à la gare, au territoire aussi, le train qui réenchante le territoire. 40 ans de TGV ont vraiment façonné les imaginaires. L'idée, c'était de parler aussi des petites lignes, de celles qui passent dans tous les villages, qui ne sont pas forcément dans des LGV, mais qui vraiment passent à côté des maisons, dans tous les paysages de notre pays, qui sont extrêmement variés. Et l'idée était de prendre ces trains du quotidien, de les prendre à Aubrousse-Poil, finalement, de façon touristique. Oui, de Joigny à Paimpol ou de Clermont-Ferrand à Nîmes. On va prendre cet itinéraire, un magnifique épisode Cévenol, par exemple. Alors, autour de 5 heures de train, c'est tout près de chez vous. En fait, vous avez voulu aussi vous appuyer sur le maillage qui existe en région pour donner envie aux habitants de redécouvrir leur territoire et leur patrimoine. Absolument. L'idée, elle était... En fait, on peut se dépayser à 2 pas de chez soi. Et on peut se dépayser en prenant un moyen de transport finalement ancien qui a 150 ans. Et l'idée est de le réenchanter vraiment. Donc ce Cévenol, qu'on appelle ce train qui va de Clermont-Ferrand à Nîmes, passe d'abord au sud de l'Auvergne et ensuite dans toutes les Cévennes. Et il traverse des territoires fantastiques. On a l'impression parfois d'être au Canada. Et il y a des zones où il traverse des endroits où en fait il n'y a pas d'habitation, pas de route non plus. Donc il permet d'avoir des aperçus de territoires qu'on peut avoir qu'en train. On peut aussi alterner avec de la randonnée à pied ou à vélo, puisque c'est vrai que le transport permet une grande multimodalité. Vous pensez aussi à ce pas de côté, privilégier le train régional, le train de proximité. Alors c'est celui où il n'y a pas de prise forcément, il n'y a pas de Wi-Fi forcément, mais c'est aussi cet éloge du train d'avant que vous mettez un petit peu en avant? Oui, alors j'avais envie de parler de ces petites lignes parce qu'elles ont été souvent montrées du doigt comme étant coûteuses, voire d'arrière-garde. Oui. Moi j'ai emprunté ces trains et de façon touristique, mais c'est également des lignes de vie qui sont très importantes pour les habitants qui sont dans ces territoires. Il faut penser que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, tout le monde ne peut pas conduire. Il y a certaines personnes âgées, on parlait du Cévenol, les routes sont extrêmement verglacées l'hiver. Il y a des lycéens, des personnes qui n'ont pas encore l'âge de conduire. Et le train, ce patrimoine qui a hérité de nos ancêtres et qui a été vraiment construit à coups de marteau. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des tunnels qui ont été faits dans les montagnes dans des conditions incroyables au 19e siècle. Donc il faut l'entretenir, il faut lui rendre hommage. Et il faut aussi se rendre compte que voilà, on a besoin de maintenir ces lignes. L'idée avec ce livre, c'était de commencer à prendre par la main les personnes pour les guider un peu au début, leur raconter un peu l'histoire, et après elles feront leur propre voyage autour de leurs propres étapes. Bravo, vous avez eu du flair parce que vous avez rédigé ce livre avant l'épisode Covid qui nous a poussé justement à redécouvrir les trésors de proximité au sortir de la maison. Alors on vous le disait, c'est un guide, c'est aussi un petit peu votre philosophie manifeste aussi du train et de la lenteur du train pour redécouvrir la France, notre France. Slow Train chez Artaud. Merci beaucoup Juliette pour ce cri du cœur et ce guide formidable. Voilà pour ce livre entre guide et manifeste qui nous propose une trentaine d'échappées ferroviaires. Cela vous fait réagir, Dominique Bussereau, car en dehors de tout votre itinéraire d'homme politique, vous vous occupez aujourd'hui de trains touristiques. Les trains touristiques, c'est formidable. Il en existe plus de 90 en France. Ils sont gérés par des associations, par des collectivités, par des entreprises. Moi, je m'occupe de 2 d'entre eux. L'un qui est le train des Mouettes. Alors, c'est une ancienne ligne qui suit un fleuve côtier, la Seudre, en Charente-Maritime, et qui va de Saujon, près de Royan, à la Tremblade, c'est-à-dire quasiment jusqu'à l'océan, en traversant les anciens marais salants, etc., avec des locomotives à vapeur dont certaines sont classées monuments historiques, la plus ancienne a 130 ans, mais ce sont souvent des objets patrimoniaux. Bien sûr, ce sont des trains d'histoire qui ne roulent pas à l'hydrogène vert encore. Hein. Non, ils roulent à la vapeur, ce qui fait parfois râler. Alors du train passion au train innovation qui vous intéresse aussi, Valentin Desfontaines, le train à hydrogène, tenez, on a la SNCF qui vient de passer commande à Alstom des 12 premiers trains à hydrogène français. Ce sont des technologies d'avenir, mais c'est l'avenir pour vous de ce train? J'insisterai peut-être sur un point.
L'hydrogène vert, ça veut dire de l'hydrogène qui est produit avec des énergies renouvelables, ce qui veut aussi dire qu'on n'aura pas d'hydrogène pour tous les modes de transport, pour tous les usages. Et en ce moment, on parle beaucoup d'hydrogène et on en parle pour beaucoup de choses. Donc, avec l'hydrogène, l'enjeu, c'est de le mettre là où on n'a pas tellement d'alternatives. Par exemple, dans le transport maritime, on sait qu'on est limité sur les alternatives, ça peut être une bonne solution. Sur le transport routier, pour certains véhicules, ça peut être aussi une solution. Ça peut l'être aussi pour le train, mais c'est une technologie qui coûte cher, donc attention à ce que ça ne se fasse pas au détriment de l'investissement, notamment dans le réseau. Et puis il y a d'autres solutions, notamment les trains bimodes. Donc les trains bimodes sont des trains en fait avec des batteries. Oui. Et donc par moment, on roule sur le réseau électrique classique. Et puis quand il n'y a pas de caténaire, et ben on va rouler sur les batteries. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet de réduire considérablement le coût de l'électrification du réseau. Voilà. On a bien compris, c'est secondaire par rapport au maillage qu'il nous faut densifier aujourd'hui et sur ces lignes du quotidien sur lesquelles insiste votre rapport. Le fils et petit-fils de cheminot que vous êtes, Dominique Bussereau, est plutôt optimiste justement sur la vertu du train. Le chemin de fer est vraiment au cœur du XXIe siècle. Simplement, il faut le financer. Donc ça passe par le fait que les clients acceptent de payer quand même un prix convenable. Il faut aussi parfois un financement des entreprises et un financement des collectivités. L'État n'y arrivera jamais. Et donc les régions, les départements, les collectivités, tout le monde doit participer au financement. Il faut aussi que l'État nous desserre un peu la bride à nous les collectivités pour que nous puissions dégager encore plus d'argent pour développer les transports publics. Conclusion porteuse d'espoir. Merci Dominique Bussereau, merci Valentin Desfontaines. Alors je vais vous signaler 3 livres. Le premier que nous évoquions dans ce Tous Terre à Terre, Slow Train, cet éloge de la lenteur par le train. 30 itinéraires pour voyager autrement en train. Ben voilà aussi de circonstances pour parcourir l'Europe confortablement installé aussi. Le paysage défilant par la fenêtre, celui que nous a évoqué il y a quelques instants avec les trains touristiques Dominique Bussereau. Et puis alors là, c'est l'histoire en marche, l'Orient Express et compagnie. Livre de photos, livre d'histoire, voilà. En réalité, il y a assez peu de livres sur le train de demain, donc à nous d'écrire les pages de ce transport d'avenir. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission sur le train transport de demain. Merci au comptoir général près du canal Saint-Martin à Paris de nous accueillir. Ce lieu est aussi porteur des valeurs que nous mettons en avant régulièrement dans notre émission Terre à Terre, émission qui est tournée en partie avec des smartphones. Alors, on applaudit la technologie, ce sont aussi des petits matériels extrêmement polluants qu'il faut recycler. Merci de votre fidélité, merci de nous accompagner régulièrement dans cette émission qui est la vôtre. Merci. Revoir ce programme en replay sur publicsena.fr. Oui, bonjour, c'est les ambulances collège. Une INSAT à 98 et un pouls à 70. Il est suivi où chez lui? Non, CHU, c'est le CHU. Parce que 6 mois pour avoir un rendez-vous. Ça vous arrive souvent, ça, les saignements de nez? Quelquefois, ça se passe tout de suite. Oui. J'ai saigné beaucoup, c'est tout sur la table, là, ce que j'ai saigné. Vous tenez bien sur le côté, là. Ça s'arrête pas du tout. Bon, ça, la guerre, ils veulent supprimer 50 lits. Ils regardent la rentabilité. Ah ben oui. Sur les routes de nos vies, samedi à 21h sur Public Sénat. Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión e idilio, amor mío, razón eterna de vivir. Amor mío. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Un rappel et des variants, mais quid de la communication du gouvernement entre confiance et alerte, décryptage dans En même temps cette semaine dans Hashtag.
Hashtag, samedi à 18h sur Public Sénat. Je suis Oriane Mancini et j'anime la matinale de Public Sénat. C'est tous les jours de 7h30 à 9h. Ça s'appelle Bonjour chez vous. Thomas Hugues, journaliste. Mon émission s'appelle Sens Public. C'est tous les jours du lundi au jeudi, 18h, 19h30 sur Public Sénat. Soyez là. Mathieu Croissando, je suis journaliste et j'interviens dans l'émission de Thomas Hugues, Sens Public. Elisabeth Martichoux, Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition en direct du Sénat, votre nouveau programme pour suivre l'actualité de la Chambre haute du Parlement. Avec cette semaine, pas moins de 5 sujets sur lesquels nous proposons de revenir. Et tout d'abord, la situation sanitaire et cette croissance fulgurante du nombre de cas. Le Sénat a auditionné cette semaine 3 spécialistes du Covid-19. On en parlera avec Roger Carucci, le rapporteur de la mission d'information au Sénat sur le confinement. Et on écoutera également la directrice générale de l'Agence du médicament qui est revenue sur un sujet très important, ce sont les effets indésirables des vaccins. Parmi les autres grands sujets au Sénat cette semaine, le lancement de la commission d'enquête sur la concentration dans les médias. On en parlera avec le rapporteur socialiste de cette commission, David Assouline, et on écoutera également le directeur général du groupe Bouygues à propos d'un rapprochement, celui de TF1 et de M6. Ensuite, nous reviendrons sur l'audition de l'ancienne ministre de la Justice, c'est Elisabeth Guigou au Sénat. Elle a rédigé un rapport sur la présomption d'innocence. On en parlera avec le sénateur Jean-Pierre Sueur de la commission des lois du Sénat. Et enfin, retour dans la vallée de la Roya en fin d'émission. Des sénateurs se sont rendus au chevet de cette vallée un peu plus d'1 an après la catastrophe qui était liée à la tempête Alex. Tout d'abord, la situation sanitaire. Gabriel Attal, hier, en sortie du Conseil des ministres, a parlé d'une croissance fulgurante du nombre de cas de Covid, avec une moyenne de 32 000 cas par jour et une pression hospitalière qui augmente nettement. Cela tombe bien, cette semaine au Sénat, 3 spécialistes du Covid-19 étaient reçus par une mission d'information. On les écoute et on en parle juste après avec Roger Carucci. Sur les écoles, c'est en particulier la situation dans les écoles élémentaires, maternelles et les crèches. Vous voyez, dans la ville de Paris, la semaine dernière, le mercredi, il y avait 357 classes fermées. Il n'y en avait que 8 qui étaient collèges ou lycées. Donc c'est vraiment dans ce qui se passe à l'école élémentaire. Et c'est assez logique puisque c'est l'endroit où il y a la plus grande proportion de personnes non vaccinées. Puisque pour l'instant, les enfants en école élémentaire ne peuvent pas être vaccinés. La vaccination n'est pas ouverte dans notre pays. Donc, il me semble que, alors que les incidences sont au plus haut, et en particulier donc dans les écoles élémentaires, avec des taux qui, dans certains départements, dépassent 1000, alléger le protocole des fermetures de classe, plutôt que de passer à un niveau 3 ou 4 du protocole, montre que le seul objectif est la non-fermeture des classes et non pas le contrôle de l'épidémie. Et avec le contexte de nouveaux variants, je pense que c'est donner une excellente opportunité aux variants Omicron, s'il est plus transmissible, eh bien de se répandre rapidement dans l'ensemble de la population. Ça me paraît une très très mauvaise idée. On sait aussi qu'à l'école élémentaire, ce qui est le plus efficace, ce serait de faire des tests répétés, parce que les tests réactifs, ça permet d'éviter les fermetures de classe, mais ça ne permet pas de diminuer la transmission.
Mais les expérimentations qui étaient prévues, je sais par exemple qu'à Paris, ça commence seulement cette semaine et seulement dans les écoles. Voilà, on se dit que c'est quand même pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire compte tenu des chiffres d'incidence que j'ai rappelés. Et je veux rappeler aussi qu'on a souvent traduit le moindre risque chez les enfants comme si ça voulait dire pas de risque. Mais en date d'hier, il y avait 69 enfants de 0 à 9 ans hospitalisés, 53 de 10 à 19 ans. Et depuis l'épidémie, s'il n'y a eu que 13 décès jusqu'à l'âge de 19 ans, il y en a eu 9 depuis mi-juin et 3 dans les 10 derniers jours. Donc, ça me paraît devoir être souligné. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on doit accepter que des enfants meurent, même si ce n'est pas beaucoup. Et je ne parle même pas des séquelles à long terme. C'est toujours un peu une nébuleuse en termes de quelle fraction des personnes infectées en sont atteintes, et en particulier chez les enfants, mais tout de même, le Covid long est une problématique également. Mais aussi la charge pour les enfants de peut-être se dire qu'ils peuvent contaminer des gens fragiles de leur entourage. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis avec cette situation qu'on décrit dans les écoles, même si les écoles sont ouvertes, il y a quand même beaucoup d'absences, certains enfants qui sont absents, certains professeurs qui sont absents, et par conséquent, une situation scolaire qui n'est quand même pas totalement conservée. Donc il me semble que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans doit être possible, maintenant qu'elle a été approuvée par l'Agence européenne des médicaments. Il y a un avis de la HAS, disons, qui dit qu'il faut l'ouvrir aux enfants à risque avec une définition assez élargie de ce qu'ils appellent à risque, et puis aussi qui dit qu'ils vont faire des consultations avant de donner un avis, parce qu'il y a beaucoup de réticences, mais il me semble que ça devrait pouvoir être possible, ce qui ne veut pas dire le rendre obligatoire. Depuis 18 mois, dans la plupart des services de maladies infectieuses et beaucoup de services de médecine interne, on a continué à prendre en charge des patients infectés par la Covid-19. Et on a vu au jour le jour changer le profil de ces patients. Jusqu'à la vaccination, évidemment, c'était tout un chacun. Alors bien sûr, avec quelques facteurs de risque supplémentaires, mais on a vu des personnes tout à fait bien portantes, sans facteur de risque, être hospitalisées, et puis certains passer en réanimation et décéder. Depuis qu'on a accès à la vaccination, le profil a énormément changé. 80% des personnes qui arrivent à l'hôpital avec une Covid-19 ne sont pas vaccinées, et c'est celles qui sont majoritairement les patients qui passent en réanimation et qui décèdent. Les 20% à peu près de patients qui sont vaccinés, qui arrivent malgré tout à l'hôpital, sont des personnes qui ont des facteurs de risque, en particulier d'autres comorbidités, et surtout qui ont une deuxième dose qui est assez éloignée, en général 5-6 mois, voire plus, de leur nouvelle infection. Donc on voit bien que la vaccination, en tout cas dans le contexte du Delta, a vraiment bien marché. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis, et c'est ce que l'on voit actuellement, malgré l'augmentation très brutale de la transmission, nous ne sommes pas submergés. Nous avons plus de travail, nous avons recommencé la réunion des cellules de crise, nous commençons à ouvrir d'autres lits, mais nous ne sommes pas submergés, et j'aurais pu penser que, en faisant abstraction du possible impact de l'Omicron, on aurait pu faire face à cette quatrième vague au niveau hospitalier. Donc, je le rappelle vraiment, on a tendance à dire, parce qu'on a des cas de personnes vaccinées à l'hôpital, le vaccin ne marche pas. Qu'en aurait-il été si on n'avait pas eu la vaccination ? Évidemment, là où également les choses changent, et on voit bien qu'on est dans une détérioration de la situation, on recommence à avoir quelques cas de transmission nosocomiale, donc en particulier de familles qui viennent visiter des patients hospitalisés et qui leur transmettent l'infection. On a également quelques membres du personnel soignant, mais pour l'instant pas du tout de l'ampleur de ce que l'on a pu avoir avant. Donc ce qui prouve bien que la vaccination change tout de même, permet de soulager l'hôpital, en tout cas de la part de son investissement sur la Covid-19. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'on est bien sûr en tension à cause de toutes les pathologies hivernales, et en particulier une population âgée qui a été très vulnérabilisée par la pandémie. En ce qui concerne l'actualité thérapeutique,
On a fait d'énormes progrès en 18 mois. On a maintenant des molécules dont on a évalué l'efficacité, dont on a prouvé l'efficacité dans le cadre d'essais thérapeutiques, de recherches bien conduites sur le plan méthodologique, mais également sur le plan éthique, qui, par exemple, permettent d'améliorer la prise en charge des personnes hospitalisées avec des formes graves, des immunomodulateurs qui sont rentrés dans la panoplie des traitements qui sont, par exemple, recommandés par l'OMS, mais également par nos instances de recommandation. Mais évidemment, l'utilisation de ces traitements-là à l'hôpital n'a aucun impact sur la dynamique de l'épidémie, ne permet que de diminuer la mortalité. Et quand vous regardez d'ailleurs l'évolution de la mortalité sur ces 18 mois, elle a fort heureusement baissé, ce qui prouve qu'on a vraiment amélioré la prise en charge à l'hôpital. À côté de ces immunomodulateurs qu'on va utiliser à l'hôpital, on a développé toute une panoplie de médicaments antiviraux. Alors, on a des antiviraux qui vont se prendre par la bouche, qui sont donc destinés à la médecine ambulatoire. Et pour l'instant, ces médicaments, d'ailleurs, un d'entre eux est évalué ce soir par la FDA, et puis ils vont très prochainement faire l'objet d'une évaluation par la HAS. On en a actuellement 2, mais d'autres qui vont être évalués bientôt, et puis d'autres vont arriver. Et on espère, si tant est qu'on montre qu'effectivement ils vont avoir un impact avec les données qui vont nous être montrées, qu'on ne connaît pas encore, eh bien, on peut probablement envisager que la médecine ambulatoire puisse jouer vraiment un grand rôle dans le traitement des formes précoces, donc avant que les patients n'arrivent à l'hôpital, puisque le but de ces médicaments, ça va être d'éviter que les patients arrivent à l'hôpital, évidemment qu'ils décèdent. Puis à côté des antiviraux, depuis plusieurs semaines, je dirais même mois, nous avons à notre disposition des anticorps monoclonaux qui ont 3 indications préférentielles. D'abord, toutes chez des personnes qui sont à risque de faire des formes graves, soit parce qu'ils ont déjà des symptômes mais modérés, soit parce qu'ils ont été exposés à quelqu'un qui est éprouvé malade, soit en pré-exposition quand il y a un échec de vaccination. Il faut dire que pour l'instant, ces anticorps monoclonaux sont sous-utilisés, parce que c'est vrai que la procédure pour y avoir accès est relativement lourde, et alors qu'initialement on les destinait plutôt à la médecine de ville, la lourdeur de l'accès fait que c'est plutôt à l'hôpital, même dans les structures ambulatoires, mais à l'hôpital qu'on les utilise. Donc il faudrait vraiment qu'on fasse un effort pour les rendre plus facilement disponibles. Le futur. Alors, le futur, là aussi, je dirais que tiré de mon expérience hospitalière, je peux vous dire que les patients qui ne sont pas vaccinés ne sont pas des personnes, ne sont pas tous, et c'est même, je dirais, une partie extrêmement minoritaire des personnes non vaccinées, absolument contre le vaccin. À chaque fois que je fais la visite dans mon service, que je questionne ces personnes qui arrivent non vaccinées à l'hôpital avec une Covid-19 et de l'oxygène, beaucoup me disent qu'ils ont sous-estimé, bon, évidemment, l'importance de l'infection, qu'ils attendaient, ça c'est vrai pour les personnes âgées, que leur médecin généraliste les contacte, que c'était parfois des personnes qui étaient en situation de vulnérabilité parce qu'ils étaient migrants, etc., etc., et qu'on voit bien qu'on a encore un effort à faire vers l'aller vers. Il y a un problème également avec la 3e dose, puisque les personnes qui ont déjà 2 doses, qui arrivent à l'hôpital, n'ont pas eu cette 3e dose. Et effectivement, on a maintenant des données solides pour montrer que l'efficacité de la vaccination diminue non seulement chez les personnes à risque, mais aussi chez tout le monde. D'où l'importance, et j'en suis très contente, même si je pense que ça arrive un peu tard, que la 3e dose a été étendue à tout le monde, parce qu'évidemment, cette 3e dose permet d'éviter le passage en hospitalisation, mais elle diminue aussi la durée des symptômes et l'importance de la réplication virale. Donc on peut penser que ça diminuerait la transmission. Et je dirais qu'il faut poursuivre l'effort de recherche, extrêmement important, évidemment en termes de traitement, mais également en termes de moyens mis sur le séquençage. Alors, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en 1 an et demi, mais on aurait envie qu'il y ait encore plus de séquençage fait sur tout le territoire pour pouvoir identifier très rapidement les souches qui posent problème. Et peut-être, si vous me le permettez, je ne reviendrai pas sur l'importance des pays du Sud. On voit que que ce soit le Delta ou que ce soit l'Omicron, ce sont
des variants qui émergent dans des populations non vaccinées, où le virus se multiplie longtemps à bas bruit, ou qui sont également des pays où il y a beaucoup de personnes immunodéprimées. Et quand on regarde l'impact de la couverture vaccinale dans le monde entier, tous les continents sauf l'Afrique sont à quasi 65% de couverture vaccinale, l'Afrique 10%. Et l'avenir de l'Europe et du monde entier ne se jouera pas sans celui de l'Afrique. En ce qui concerne l'efficacité du molnupiravir, vous m'aviez demandé. Alors, en fait, vous savez, ce qui est très compliqué avec ces logiques industrielles, c'est d'avoir accès aux données publiées dans des journaux revus par les pairs, c'est-à-dire avec un regard critique scientifique qui permet de remettre les choses à leur place, à leur juste place dans l'environnement global, sans avoir de pression de qui que ce soit, et en particulier de l'industrie pharmaceutique. Pour l'instant, on nous a demandé de nous prononcer sur des données issues de communiqués de presse. Ça rend toujours les données très parcellaires et, pour moi, impossible à analyser. Évidemment, nous ne sommes pas des experts de la FDA, je ne suis pas une experte de l'HAS, qui, eux, ont eu ou vont avoir accès à ces données et vont se prononcer en connaissance de cause. Donc pour l'instant, c'est difficile de dire si ces traitements sont efficaces et si on va les utiliser à grande échelle. En tant que scientifique, on espère que des traitements antiviraux puissent changer la donne dans la prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, de l'infection. Donc je pense qu'il faut attendre que les experts de l'HAS, alors de la FDA ce soir pour certaines de ces molécules, et puis dans un très proche avenir de l'HAS, et on peut avoir confiance en eux pour nous montrer si ces molécules sont efficaces ou pas. Voilà pour cette audition de 3 spécialistes du Covid-19 qui étaient reçus au Sénat avant-hier. Pour en parler, j'accueille ici en salle des conférences Roger Carucci. Bonjour. C'est vous le rapporteur de cette mission d'information du Sénat sur les confinements. Alors, au vu des dires de ces spécialistes, question toute simple, est-ce qu'on va vers un nouveau confinement avec cette 5e vague ? N'allons pas désespérer tout le monde tout de suite, ce serait quand même dramatique. J'espère bien que non. On n'a pas lancé toutes les campagnes de vaccination, la campagne pour le rappel, on n'a pas avancé quand même sur les traitements, y compris hospitaliers, pour se retrouver encore en situation de confinement comme il y a un an et demi. Non, j'espère qu'on évitera le confinement, j'espère qu'on évitera les mesures les plus sévères, à savoir le couvre-feu, à savoir la fermeture des magasins. Mais pour le moment, ce qui ne nous rassure pas, c'est que la vague est beaucoup plus brutale que même les spécialistes ne l'attendaient. Oui, Gabriel Attal a parlé de croissance fulgurante du nombre de cas. Ce qu'on retient aussi dans cette audition, quand on l'a écouté, c'est la prudence des spécialistes, notamment sur le variant Omicron. Il faudra encore attendre quelques semaines pour savoir si ce variant déstabilise l'efficacité des vaccins. Encore 1 an et demi après le début de cette épidémie, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre sur le Covid. C'est ça aussi qu'on note. C'est une certitude, c'est que on avance ensemble, si je puis dire. Alors, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. On arrive à peu près à un certain nombre d'éléments stables sur quand même les effets de la vaccination, qui sont des effets positifs, même si les anti-vax ont des arguments, mais pas sur l'effet réel de la vaccination. On arrive à des éléments stables sur les traitements hospitaliers, sur la capacité des hôpitaux à mieux traiter les malades et à faire en sorte de ne pas aller systématiquement ou trop vers les soins d'urgence ou vers les réanimations. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'inconnus. Le nouveau variant Omicron, certains disent il est beaucoup plus contagieux et plus virulent. D'autres disent non, il n'est pas plus contagieux que le Delta et il ne l'emportera pas sur le Delta. Attendons de voir, ça par définition, on ne le saura que dans les semaines qui viennent. Revenons à ce fort pic de contamination lié au variant Delta. Karine Lacombe a noté que l'hôpital n'était pas surchargé pour l'heure. Elle note quand même que 80% des patients ne sont pas vaccinés. On le redit, c'est la clé de voûte de la sortie de crise, la vaccination. Je peux comprendre que des gens n'aient pas confiance ou se disent les ARN, ça ne me rassure pas et tout. Mais les chiffres sont là. Si vous voulez, aujourd'hui, 80% des gens qui sont hospitalisés ne sont pas vaccinés. Et quand on sait qu'il n'y a que 20% en fait de la population qui n'est pas vaccinée, on se dit si 20% de non-vaccinés donnent 80% des hospitalisés, c'est quand même l'élément qui prouve que les gens vaccinés sont plus protégés. Voilà. Alors je dis pas que c'est
le vaccin est un miracle universel. Il faut évidemment quand même encore redire les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer les mains, ne pas se retrouver avec des centaines de personnes dans des réunions sans masque et tout. C'est quand même ça la base de ce qui peut permettre de ne pas avoir de vagues. Roger Carucci, il nous reste 2 minutes. Évoquons le nouveau protocole dans les écoles. Pourquoi ? Parce que Dominique Costagliola, au cours de cette audition où vous étiez, elle a dit que ce nouveau protocole dans les écoles donne, je cite, une excellente opportunité à Omicron. S'il est plus transmissible de se répandre rapidement dans l'ensemble de la population, ça me paraît être une très très mauvaise idée. Fin de citation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce protocole ? Il n'est pas assez prudent. Je trouve, moi je ne suis pas un médecin, mais je trouve que les modifications et les variations, si je puis dire, de la part du ministère de l'Éducation, qui au début disait, enfin au début, on ferme toutes les classes. On ferme à la rentrée, c'était encore un cas dans une classe, on ferme la classe. Oui. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Aujourd'hui, c'est, bon, après tout, pour ne pas avoir 8 000 ou 10 000 classes fermées, comme ne pas avoir des chiffres qui évidemment impressionnent le public, on ne dit plus on ferme les classes, on dit on teste. Mais en réalité, on nie des choses claires. Et donc, je reconnais que, espérons que le Omicron ne soit pas effectivement plus transmissible, mais ça n'est pas, à mon sens, c'est peut-être une mesure pour laisser les classes ouvertes, faire en sorte que les élèves aillent à l'école, ça n'est pas une mesure sanitaire très utile. Et donc, vous appelez Jean-Michel Blanquer à revenir en arrière. Je pense que, vu l'importance de la vague, je pense que le ministère de l'Éducation devrait revenir sur ce protocole et réétudier les choses avec les spécialistes pour voir si, justement, la transmission se faisant malheureusement beaucoup par les enfants, qui n'ont pas de conséquences lourdes sur le Covid, mais qui transmettent. Il faut être extrêmement prudent. Un dernier mot très rapide sur la vaccination des 5-11 ans. On a entendu la Commission européenne annoncer des doses diluées à partir du 13 décembre. Pour l'instant, on se réserve la vaccination de ces enfants uniquement pour ceux qui sont à risque. Est-ce qu'il va falloir aller plus loin là encore ? Autant je suis favorable à la vaccination, autant vacciner les 5-11 ans, ça me paraît... je pense qu'il vaut mieux des protocoles plus sévères dans les écoles pour éviter la transmission qu'une vaccination obligatoire des gamins, enfin vraiment... Eh bien merci, et merci Roger Carucci pour cette réaction à notre micro, et on suivra les autres travaux de votre mission d'information qui doit rendre un rapport. Je pense que nous ferons encore des auditions au mois de décembre, et il y aura un rapport à peu près circonstancié au mois de janvier. Merci Roger Carucci. Allez, on continue avec cette crise sanitaire car au Sénat cette semaine, la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé a brossé un panorama des principaux effets secondaires signalés en France depuis le début de la campagne de vaccination. On en écoute les meilleurs moments préparés par Alice Bardot. Et vous vous interrogez sur la sous-déclaration en pharmacovigilance, qui en effet est une question récurrente, et on le sait, il y a une sous-déclaration en pharmacovigilance. Néanmoins, sur cette campagne d'une ampleur inédite, nous sommes à la mi-novembre à plus de 110 000 déclarations d'effets indésirables. Pour vous donner un ordre de grandeur, les années sans pandémie, si je puis dire, on est plutôt autour de 45 000 événements indésirables qui sont enregistrés dans la base nationale de vigilance. Donc, tous médicaments confondus. Exactement. Alors que là, sur les seuls effets indésirables des vaccins, on est à plus de 110 000. Donc, j'ai envie de dire, même s'il y a une sous-déclaration, on est quand même très largement informé, et la surveillance porte véritablement sur l'ensemble des effets. Juste quelques caractéristiques également sur ces effets. C'est vrai que, en règle générale, pareil, la déclaration est majoritairement faite par les professionnels de santé, du fait de la proximité, notamment des centres régionaux de pharmacovigilance, des professionnels de santé au sein des centres hospitaliers universitaires. Là, on le voit, au lieu d'être à autour de 90% de déclarations par les professionnels de santé, il y a un rééquilibrage, on a beaucoup plus de déclarations par les patients. On est en train de regarder les chiffres, on pourra vous les donner plus tard, mais c'est sans doute de l'ordre de 40-60%, 40% de patients contre
10% d'habitude. Et de fait, sur la répartition également entre les cas graves et les cas non graves, là aussi, on est habituellement sur une répartition qui est autour de 40% pardon, il faut que je reprenne mes notes, mais là, on a beaucoup plus de graves, majoritairement de graves en temps normal, et là, on a plus de déclarations d'événements non graves. Donc, on le voit, on a une surveillance qui fonctionne à la fois pour les effets indésirables graves et les non graves. Juste pour revenir sur ce critère de gravité, parce que ça peut engendrer des problèmes d'incompréhension, la gravité en pharmacovigilance, elle est analysée au regard de certains critères, par exemple si on est hospitalisé, s'il y a une mise en jeu du pronostic vital ou un décès, mais il y a aussi un critère qui est un critère qui est du fait du professionnel de santé qui va lui juger que c'est médicalement, que l'effet est médicalement grave. Et donc de ce fait, c'est un critère qui est important bien évidemment, mais qui recouvre un peu plus de subjectivité que les critères hospitalisation par exemple ou décès. Et donc vous posiez une question par rapport aux déclarations d'effets graves et quels étaient ces effets graves qui étaient majoritairement déclarés. Donc, encore une fois, cette gravité, elle correspond à la définition que je vous ai rappelée. Mais il faut aussi comprendre, et Madame Ratignolle l'a dit, que les effets déclarés, les déclarations sont ensuite analysées donc par les centres régionaux de pharmacovigilance qui vont déterminer si effectivement l'effet est bien lié au vaccin. Parfois, ça peut être lié à la vaccination, par exemple. On arrive, on est impressionné, voilà. Donc, c'est pas forcément lié au vaccin en lui-même. Et c'est tout le travail, évidemment, des centres que de regarder ce lien et d'établir cette imputabilité. Et donc, pour en finir, effectivement, on a très majoritairement en termes d'effets graves, mais avec cette gravité que je vous ai rappelée, donc ce critère médicalement grave qui est porté par les professionnels de santé, on a beaucoup d'effets graves qui recouvrent les symptômes pseudo-grippaux, c'est-à-dire les céphalées, la fièvre. C'est ce qui, en déclaration entre guillemets brute, si je peux dire, ressort. Alors, on a également pour Comirnaty, l'hypertension artérielle. On a évidemment pour Moderna, les myocardites, par exemple, mais très majoritairement, si on fait le top 3, ce sont des effets qui sont liés au syndrome pseudo-grippaux. Par contre, si effectivement on veut parler des effets graves qui sont liés au vaccin, eh bien là, évidemment, c'est ce que l'on va trouver dans le résumé des caractéristiques du produit. Parce que là, dans ce document, sont évidemment, après analyse non seulement de chacun des États, mais après comme le disait Christelle Ratignolle, une analyse commune au niveau européen, on va effectivement juger que là, l'effet est effectivement lié au vaccin et qu'il faut effectivement porter cette information à l'attention des professionnels de santé et du public. Et donc, il va se retrouver dans ce document de résumé de caractéristiques des produits. Et là, vous allez retrouver les fameuses thrombocytopénies thrombotiques immunitaires induites par le vaccin, les fameux TTIV, enfin bon bref, pardon, que l'on avait pour les vaccins à adénovirus notamment. Et vous allez retrouver ces effets très graves qui ne ressortent pas nécessairement dans le top des déclarations, parce qu'en effet, pas la même volumétrie et pas nécessairement de lien avec le vaccin sur ces déclarations qui sont faites par nous tous en première intention. Voilà pour les quelques chiffres que je pouvais vous donner. Pourcentage de myocardite, par exemple. Les myocardites, c'est un sujet important, ça, les myocardites. Quel vaccin donne des myocardites et combien vous en avez de cas? Alors, concernant en effet, cela a été dit par Céline Mounier, donc on a à peu près 110 000 effets indésirables pour plus de 100 millions d'injections, tout vaccin confondu.
Donc ça, c'est déjà, en effet, ça permet en effet d'appréhender à la fois un nombre de 110 000 effets indésirables, tout vaccin, un peu plus de 110 000, tout vaccin confondu, pour plus de 100 millions d'injections. Si on regarde en effet sur les 4 vaccins autorisés et utilisés sur le territoire national, le premier, donc Comirnaty, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech, on a plus de 80 millions d'injections. Donc vous voyez, sur les 100 millions, il est très très majoritaire. On a 68 000 cas d'effets indésirables. Si nous prenons Moderna, donc le Spikevax, à peu près un petit peu plus de 11 millions d'injections. Vous avez 15 000 cas d'effets indésirables. Sur le vaccin adénovirus Vaxzevria, donc d'AstraZeneca, à peu près 8 millions d'injections, 27 000 cas d'effets indésirables. Et le vaccin Janssen, qui a été peu utilisé, on a un tout petit peu plus d'1 million d'injections et nous avons 1000 cas d'effets indésirables. Donc, comme cela a été rappelé, donc on a beaucoup de cas, en effet, soit de syndrome pseudo-grippaux ou quelques signes, quelques effets, en effet, cardiovasculaires. Si on regarde, en effet, les myocardites, de mémoire, nous avons à peu près un petit peu moins de 500 cas au total de cas de myocardite. Pardon. Donc, avec les vaccins ARN messagers, comme je l'indiquais, donc à la fois le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le vaccin Spikevax donc de Moderna, et donc avec à peu près 375 cas pour le vaccin Comirnaty, donc qui est très majoritairement utilisé, et un petit peu plus d'une centaine de cas pour le vaccin Moderna. Donc, on le voit bien, et c'est ce qui a été démontré, c'est ce que j'indiquais précédemment, et c'est en effet indiqué à la fois dans le résumé de caractéristiques des produits et de la notice. C'est un effet indésirable qui a été reconnu, donc avec un lien possible entre cet effet indésirable et la vaccination avec les ARN messagers, les vaccins ARN messagers qui n'ont pas été retrouvés pour les vaccins adénovirus. Les vaccins adénovirus, comme cela a été dit précédemment, il y a en effet le signal sur les thromboses atypiques rares. Donc ces cas de myocardite sont des cas donc de résolution favorable. Donc la très très grande majorité des cas et les éléments, je parle au niveau national mais aussi au niveau européen, puisque évidemment tout cela a été partagé et échangé au niveau européen. On voit qu'il semble y avoir une fréquence plus importante de myocardite avec le vaccin Moderna comparé au vaccin Pfizer. Donc ça a été vu au travers notamment de données préliminaires d'une étude scandinave qui a été réalisée, mais surtout nous avons pu le mettre en évidence donc avec le JCEPIFAR, avec l'étude EPIFAR, où on voit en effet une différence. Il y a des myocardites avec ces deux vaccins, mais une fréquence plus importante avec le vaccin Moderna. Et c'est ce qui a conduit notamment la Haute Autorité de Santé à prendre une recommandation d'utilisation du vaccin Moderna, donc de Spikevax, plutôt chez les adultes à partir de 30 ans. Parce qu'il faut savoir que les myocardites, et en effet la myocardite est d'occurrence souvent une étiologie virale avec une surreprésentation en effet des myocardites chez notamment les hommes et chez les jeunes hommes. Et donc avec une concentration plus importante en effet de cas, notamment chez les 18-29 ans. Et c'est la raison pour laquelle en effet, notamment dans le cadre de la stratégie vaccinale, qui n'est pas sous l'égide de l'ANSM et de la Haute Autorité de Santé, à la faveur de l'ensemble des données, et notamment des données d'EPIFA, il y a eu cette recommandation de plutôt utiliser Moderna chez les plus de 30 ans. Donc c'est vraiment tout le cheminement, c'est-à-dire qu'on détecte un effet indésirable en pharmacovigilance, on regarde ce qu'il se passe aussi en taille de l'effet en pharmacoépidémiologie, et ça permet d'aider en effet à l'utilisation et à la décision. Donc voilà en ce qui concerne, et au fur et à mesure, les choses s'incrémentent, c'est-à-dire que nous suivons continuellement, et là, comme le disait en effet Céline Mounier, nous avons des déclarations, 110 000 déclarations, en effet, c'est x2 par rapport à une année, plus que x2 même, par rapport à une année classique, enfin je dirais hors crise,
Pour la pharmacovigilance, on est à peu près à 45 000 déclarations, tous médicaments confondus. Là, uniquement sur les vaccins, ce qui est assez normal, nous avons en effet plus de 52 millions de personnes qui ont reçu un schéma vaccinal complet. Donc de ce fait, évidemment, et ça témoigne aussi du bon fonctionnement et de la déclaration. Et on a beaucoup communiqué sur la déclaration, la possibilité de déclaration des effets indésirables et de la déclaration notamment des effets atypiques non attendus, parce que c'est ça qui est important. Allez, deuxième grand temps fort aujourd'hui, la concentration des médias. Car cette semaine, au Sénat, la commission d'enquête demandée par les socialistes a commencé ses premières auditions avec cette semaine des universitaires. On va les écouter et on en parlera juste après avec David Assouline, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête, qui est le sénateur socialiste de Paris et qui pourra nous dire un peu ce qu'il a pensé de cette audition d'universitaires qui ont pu comme cela aussi donner leur a priori sur la loi de 1986 qui concerne la concentration dans les médias. On écoute cette audition et on en parle donc juste après avec un invité. Je pense que cette commission qui se réunit aujourd'hui est extrêmement importante. Elle se réunit dans un contexte qu'on pourrait qualifier d'urgence d'une certaine manière. Il y a une mission qui a été diligentée par la ministre de la Culture, le ministre de l'Économie sur cette question de la concentration. Je pense que c'est un complément extrêmement nécessaire et peut-être un peu tardif. Parce que, vu les questions qui sont aujourd'hui sur la table, on peut craindre que les conclusions de cette mission et de cette commission arrivent un peu trop tard pour venir résoudre des problèmes qui sont extrêmement importants. Donc la question qui se pose porte sur la validité des dispositifs à l'œuvre aujourd'hui en France pour éviter une concentration excessive dans le secteur des médias. En fait, on a une loi qui a évolué lentement depuis 1986. Si je devais faire un peu un parallèle et que je regardais l'évolution de la loi de 1986 vue depuis 2021, je me dirais que c'est un peu comme si, face à l'introduction de l'électricité, on avait décidé d'aller dépoussiérer les chandeliers. Donc on a une loi en fait qui, malgré les nombreux amendements qui lui ont été apportés, n'est plus du tout adaptée au contexte actuel et on le voit très bien. Aujourd'hui, avec d'une part la fusion qui est en train de se produire entre TF1 et M6, et puis d'autre part l'empire ou l'emprise grandissante de Vivendi dans le secteur des médias. Si on prend la loi de 1986, je dirais qu'elle prend l'eau un peu de toutes parts, mais au moins à trois endroits différents. Donc il y a différents dispositifs dans la loi de 1986. Pour commencer, on a ce qu'on appelle les dispositifs monomédias, donc sectoriels. Donc là, des dispositifs qui portent sur la concentration dans le secteur de la presse. Alors eux, ils sont doublement insuffisants. Ils sont insuffisants d'une part parce qu'ils ne portent que sur la presse quotidienne d'information politique et générale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on a une prise de contrôle qui est en train de s'amorcer, même si ça va... C'est encore sur le bureau de l'autorité de la concurrence, mais si on a une montée qui est acceptée au capital de Vivendi de la Gardère Média, donc prise de contrôle de Paris Match d'une part, du Journal du Dimanche de l'autre, vous avez deux hebdomadaires dont on peut reconnaître, je pense, l'importance pour le pluralisme de la démocratie en France, qui ne sont pas du tout concernés par ce dispositif anti-concentration, puisque ce sont des hebdomadaires et pas des quotidiens d'information politique et générale. On a eu, au début de l'année dernière, la validation par l'autorité de la concurrence de la prise de contrôle de Vivendi sur le groupe Prisma Media. C'est pareil, Prisma Media, vous avez des mensuels, vous avez Géo, vous avez Capital, vous avez des hebdomadaires, vous avez Voici, vous avez Gala, vous en avez un certain nombre d'autres. Et ni pour ces mensuels, ni pour ces hebdomadaires, la loi de 1986 s'applique, puisqu'il ne s'agit pas de quotidien. On reconnaîtra l'importance politique du journal du dimanche. Je pense qu'on reconnaîtra aussi l'importance politique en termes de débat démocratique et de pluralisme d'un titre comme le titre Capital qui fait de l'investigation économique. Donc déjà,
indépendamment même de l'arrivée de l'entrée du numérique d'une certaine manière, et alors cette loi en plus ne concerne pas les sites internet d'information, on voit qu'elle pêche par sa définition extrêmement étroite finalement de ce qui fait le pluralisme de la presse, qui était une définition qu'on aurait pu déjà interroger en 1986, mais qui de toute évidence aujourd'hui n'a plus aucune validité, d'autant que vous avez des magazines, des mensuels, des hebdomadaires, des quotidiens qui rafraîchissent à peu près à chaque minute, voire seconde, le contenu de leur site internet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on regarde l'aspect seulement qui concerne la presse, c'est que les seuils de concentration sont définis en pourcentage de la couverture du territoire national, ce qui peut paraître légitime pour la presse nationale, ce qui est quand même un peu plus problématique pour la presse régionale, et notamment si on pense aux quotidiens départementaux, aux quotidiens régionaux, ce qui a permis la concentration, la constitution de monopoles régionaux dans le secteur de la presse quotidienne, de la PQR et de la PQD en France, et ça s'est accéléré au cours des dernières années, ça risque encore de s'accélérer aujourd'hui, puisqu'après la prise de contrôle par NJJ Presse du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin, vous avez NJJ Presse qui a déposé, je crois aujourd'hui, qui a fait connaître à l'autorité de la concurrence sa volonté de prendre le contrôle intégral du capital de la Provence. Donc voilà, on voit que sur les dispositifs presse, même si on s'en tient, on n'est pas encore rentré dans le numérique. C'est-à-dire qu'à la presse écrite, on a un certain nombre de difficultés avec cette loi de 1986. Sur les dispositifs monomédias, vous avez aussi tout ce qui concerne la régulation des seuils pour la télévision et la radio. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est cette définition d'un seuil à 49%. Donc en fait, on s'est dit comment on va limiter la concentration dans le secteur de l'audiovisuel. On interdit finalement à une entreprise de posséder plus de 49% du capital d'une télévision privée qui aurait plus de 8% de l'audience au niveau national. Sauf qu'en fait, on est passé complètement à côté d'une notion qui me paraît quand même essentielle, qui est la notion d'actionnaire majoritaire de fait ou d'actionnaire de contrôle. Je pense que ici, si je vous interroge tous sur qui est l'actionnaire de TF1, vous allez tous me répondre Bouygues. Vous n'allez pas dire ça peut pas être le groupe Bouygues parce que Bouygues a moins de 50% du capital de TF1. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que en termes de réponse à apporter une manière de modifier la loi de 1986, on voit que 49%, ça ne suffit pas, mais que si on dit 40%, ça ne suffira peut-être pas davantage. Et donc il faut réussir à penser la notion d'actionnaire majoritaire de fait. Il faut réussir à penser l'introduction finalement de règles qui limitent les droits de vote et le pouvoir de contrôle d'un actionnaire qui de fait se retrouve majoritaire, ou en tout cas si c'est la volonté derrière ce que stipule la régulation. En tout cas, si la volonté était de ne pas permettre à un actionnaire de posséder plus de la moitié du capital, de fait, si vous avez entièrement le contrôle en termes de pluralisme de l'information, on voit que la disposition est relativement inopérante. Ensuite, vous avez du coup un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs qui portent sur plurimédia, et notamment ce qu'on appelle la fameuse règle du 2/3, donc avec une disposition radio, une disposition télé et une disposition presse écrite, qui souffre d'ailleurs pour la presse écrite du même problème que la disposition presse monomédia. Et là, on voit aussi toute la difficulté, puisque le numérique n'a pas du tout été introduit dans la réflexion par rapport à la loi de 1986. C'est pour ça que quand je dis qu'elle prend l'eau de toutes parts, d'une certaine manière, je pense fondamentalement que cette loi n'est pas, selon moi, amendée. Elle est à réécrire à zéro, en fait, pour toutes ces raisons, et puis pour deux raisons supplémentaires. D'une part, c'est que sur la régulation de l'audiovisuel, et notamment de la télé, il n'y a que l'hertzien qui est pris en compte dans cette loi. Puis d'autre part, le fait que ça prend aujourd'hui en compte les problèmes de concentration, notamment au niveau horizontal, mais pas du tout les problèmes de concentration au niveau vertical. Du coup, on a vu pourquoi, avec l'exemple de la presse,
presse, ça ne s'était pas appliqué à la constitution d'un empire médiatique par le groupe Vivendi. Et après se pose la question, je pense, dans l'actualité immédiate, de la fusion entre TF1 et M6. Et ce qui pose une troisième difficulté avec la régulation actuelle, qui fait qu'on a deux autorités indépendantes qui ont à se prononcer sur cette fusion, mais qui finalement ont un cahier des charges extrêmement différent. D'une part, la question de l'autorité de la concurrence, et d'autre part, la question du... Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on dise encore CSA jusqu'au 31 décembre ou ARCOM. Je vais dire CSA par facilité. La question du CSA qui doit se prononcer sur le point du pluralisme. Et j'en arrive aussi du coup à la question des arguments qui sont autorisés aujourd'hui, utilisés aujourd'hui en faveur de cette fusion. Je ne veux pas vous apparaître comme une espèce d'extraterrestre qui serait passé complètement à côté de l'histoire, et notamment à côté de l'arrivée des GAFA, et à côté de l'arrivée des grandes plateformes de SVOD, que ce soit Netflix, que ce soit les autres. Je suis tout à fait consciente du fait que le paysage médiatique a énormément changé, qu'il a énormément changé au cours des dernières années, et que ça appelle à interroger la loi de 1986. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, en fait, tous ceux qui sont pour, par exemple, la fusion TF1-M6 ou contre la fusion TF1-M6, sont d'accord sur le fait que la loi de 1986 est inopérante. Sauf que d'un côté, vous avez une problématique qui est une problématique purement économique, et c'est pour ça qu'on la pense en termes de constitution de géants, et notamment de constitution de géants nationaux, voire de géants de l'audiovisuel européen. Et d'un autre côté, vous avez une problématique qui est une problématique en termes de pluralisme. Et ce qui est relativement étonnant, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on soit prêt, finalement, au nom de la concentration économique, qui devrait nous interroger en termes d'information, mais également en termes de création audiovisuelle, en termes de production, qui devrait nous interroger sur la menace que font peser les GAFA, les plateformes de vidéo, à la demande sur le pluralisme de l'information, des contenus qui sont offerts aux consommateurs. On est prêt finalement à sacrifier le peu de pluralisme qui nous reste pour résoudre une problématique de surconcentration par la constitution de nouveaux monopoles. Et c'est ça qui me semble tout à fait paradoxal. Voilà pour cette audition de plusieurs universitaires par la nouvelle commission d'enquête sur la concentration dans les médias. Et pour en parler, j'accueille en salle des conférences David Assouline. Bonjour. Bonjour. C'est vous, le rapporteur socialiste de cette nouvelle commission d'enquête. Vous êtes aussi à l'origine de la demande de cette commission d'enquête. Alors on a entendu ces universitaires, notamment Julia Cagé, parler d'une loi de 1986 totalement inadaptée et qu'il faudrait complètement réécrire. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, je pense qu'il y a un consensus de tous les acteurs et des observateurs pour dire que, pas seulement dans ce domaine, dans tous les autres domaines, le paysage audiovisuel et du monde de l'information aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de 86. Voilà. Les intentions posées en 86 restent les bonnes, qu'il y ait une liberté de la communication, qu'il puisse y avoir une régulation. On ne peut pas posséder n'importe quoi, n'importe comment et aux hauteurs qu'on veut pour ce qui est des concentrations, mais on ne pouvait pas imaginer les concentrations verticales et horizontales en même temps. On ne pouvait pas imaginer cette révolution numérique. Justement, oui. Julia Cagé en a parlé, elle dit « Cette loi ne concerne pas les sites internet d'information. On voit qu'elle pêche par la définition extrêmement étroite de ce qu'est le pluralisme dans la presse. » Elle dit « Pour moi, cette loi n'est pas à amender, elle est à réécrire à zéro. » Il faut lui donner une cohérence. C'est vrai que depuis 86, il y a eu des dizaines et des dizaines d'amendements, parce qu'à chaque fois, il fallait boucher des trous qui apparaissaient dans la raquette. Et donc aujourd'hui, c'est déjà quand il a été prévu une loi sur l'audiovisuel par l'actuel gouvernement, qu'il n'a pas faite, il s'agissait de refonder
cette loi. Donc bien entendu, ça ne doit pas être encore boucher des trous, même si dans l'urgence, des fois, il vaut mieux les boucher, mais il faut absolument qu'il y ait un débat national, qu'il y ait un projet et qu'il y ait une législation nouvelle qui prenne en compte la réalité du paysage audiovisuel, des usages, des technologies, des acteurs aujourd'hui en présence. Justement, parmi ces acteurs, il y a le groupe Bolloré. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça a été évoqué pendant l'audition, notamment avec cette prise de contrôle de Paris Match et du Journal du Dimanche. Et c'est des hebdomadaires dont on peut reconnaître l'importance pour le pluralisme de la démocratie en France, a encore dit Julia Cagé, qui ne sont pas concernés par le dispositif anti-concentration. On le voit, ça y est, le groupe Bolloré s'invite dans les travaux de la commission d'enquête. Oui, des dérives autour de ce qui se passe. Mais bien entendu, tout le monde en parle. Mais vous voyez bien qu'il y a aussi une actualité avec une concentration qui n'a pas le même caractère, qui n'a pas les mêmes objectifs, avec TF1 et M6. On va en parler. Et il y a tout ce qui s'est passé à bas bruit pendant une vingtaine d'années dans le secteur de la presse, de la PQR quotidienne, où on voit qu'il y a aujourd'hui 5-6 groupes essentiels qui possèdent l'essentiel de cette presse écrite et la plus lue par les Français. Donc voilà, je sais bien que ça va mobiliser beaucoup le groupe Bolloré, parce qu'il y a, outre le sujet de la concentration et des prises de contrôle dans différents domaines, il y a, y compris de l'édition, ce qui est une nouveauté importante, il y a aussi, comment vous dire, un problème plus général qui permet de faire ce que fait le groupe Vivendi et Bolloré. C'est un contexte. Donc, je sais que beaucoup vont vouloir parler que de ça. Je le comprends parce que il y a, au-delà d'un projet économique, un projet qui semble politique et idéologique et dangereux à mon sens, comme à beaucoup de républicains. Mais on va travailler sur l'ensemble du sujet. On a une minute encore pour évoquer un autre sujet qui s'était invité au Sénat cette semaine, c'est ce rapprochement des groupes TF1 et M6, puisque le directeur général de Bouygues était auditionné cette semaine et il a dit que le statu quo n'était pas possible, notamment face à des géants comme Netflix. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette audition ? Écoutez, j'ai pensé qu'elle était très utile. De toute façon, la commission d'enquête, elle, auditionnera les propriétaires. Vous allez les réentendre, toutes ces personnes. Bien entendu. Donc elle a été programmée en amont, parce que c'est un sujet aujourd'hui d'actualité. J'ai trouvé qu'elle était très intéressante, éclairante. J'ai bien vu qu'il y avait une volonté exclusive d'auto-justification et de ne pas rentrer trop dans les problématiques que nous posions, les sénateurs, d'ailleurs de toute obédience, qui sont bien sûr interpellés par une chose. Est-ce que cette fusion est obligatoire dans un combat, on va dire, pour résister aux plateformes? Est-ce qu'elle ne tue pas la diversité et le pluralisme? Et est-ce que aujourd'hui, ça ne crée pas une situation de distorsion de concurrence dans notre pays? David Assouline, il nous reste 30 secondes pour évoquer aussi les propos de Nathalie Sonac. Elle est ancienne membre du CSA et elle a parlé notamment de cette question de l'assèchement des recettes publicitaires par les GAFAM et qui pousse les médias français à la concentration. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cet argument sur le rôle des GAFAM, justement, qui forcent le... C'est le principal argument de ceux qui nous parlent de concentration et qui justifient les concentrations. Moi, je n'ai pas ce point de vue parce que je pense qu'aujourd'hui, les plus grandes concentrations, y compris celles envisagées en TF1 et M6, ne permettent pas d'être en concurrence avec les GAFAM, qui sont à d'autres échelles. Quand l'ensemble du monde de l'audiovisuel français dépense 6 milliards en 5 ans... C'est hors sujet, selon vous. Et que Netflix, en un an, fait 17 milliards de dollars, on voit, et je n'ai pas additionné Amazon et tout le reste. Donc, il n'y a pas de concurrence là-dessus aujourd'hui. La concurrence doit se faire dans l'offre, la qualité, la diversité et en faisant vivre notre modèle. On ne va pas essayer de copier des modèles qui, on voit tous les effets néfastes qui sont en termes culturels et d'information des systèmes verticaux qui tuent la démocratie à petit feu. Eh bien, merci David Assouline pour cette analyse et on suivra vos travaux jusqu'au rendu de votre rapport. C'est en mars prochain. Oui, on a le temps.
Et alors justement, à propos de cette fusion entre TF1 et M6 qui est en cours, écoutons Olivier Roussat, le directeur général du groupe Bouygues, qui était auditionné cette semaine au Sénat. Il a défendu cette stratégie de rapprochement entre les deux chaînes face à des géants comme Netflix, et alors que la part de temps devant la télé linéaire est en baisse. Allez, direction la salle Clémenceau pour suivre cette audition. Ce que l'on croit, et c'est la raison pour laquelle autant Bertelsmann que l'actionnaire de référence Bouygues, lorsque l'on porte cette opération, notre conviction, c'est que la télévision a un avenir. On pense qu'elle a un avenir. En revanche, ce que l'on croit, c'est qu'elle n'a pas un avenir en restant telle qu'elle est, et qu'elle a une nécessité de se réinventer, et qu'il est important de pouvoir proposer une offre en clair à l'ensemble des Français. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé ce projet. On avait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'évolution du marché, c'est une chose assez simple. Vous aviez, jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans, quand vous achetiez des contenus, il y avait une règle assez simple. Les ayants droit cherchaient à vendre leur contenu dans autant de pays qu'ils pouvaient le distribuer. Et donc, s'il y avait 50 pays qui distribuaient leur contenu, ils faisaient 50 négociations pour vendre 50 fois le contenu. Et donc, ça permettait à chaque pays de pouvoir systématiquement acheter un contenu. Dans chaque pays, il y avait un acheteur potentiel pour un contenu. Ce qui a changé avec l'arrivée de Netflix, Netflix est arrivé avec des poches beaucoup plus profondes et il a acheté des droits mondiaux pour la totalité des pays. Et il a acheté la totalité des droits, c'est-à-dire les droits de VOD, de SVOD, de diffusion sur les appareils mobiles. Il achète absolument la totalité du lot. Pour l'ayant droit, ça lui évite d'avoir à le vendre N fois. Et globalement, ça a eu comme conséquence le fait que finalement, vous avez une rareté des contenus qui est en train d'arriver, puisqu'il y a de moins en moins de contenus à acheter, puisque les plateformes achètent ces droits systématiquement à l'échelle mondiale. Vous n'avez pas en Europe de plateformes qui achètent les droits de cette façon-là. Ça se fait au travers d'Amazon Prime, encore une fois, au travers de Netflix. Et la première conséquence de ce marché, depuis l'arrivée de Netflix, c'est qu'il est maintenant difficile d'acheter des droits, et vous avez une conséquence qui est que les droits ont augmenté progressivement du fait de la rareté des contenus qui est générée par le fait que des plateformes les achètent absolument globalement. Deuxième sujet que nous avons, c'est l'audience. L'audience devant le téléviseur, c'est-à-dire devant le meuble que constitue cet écran, l'audience est relativement stable finalement. La question n'est pas l'audience devant le téléviseur, c'est l'audience devant la télévision linéaire. La télévision linéaire, c'est celle que l'on fait au travers de nos chaînes de la TNT ou de nos offres de replay. Et ce que l'on observe, c'est que le temps passé devant les écrans reste élevé, mais le temps passé devant la télévision linéaire, lui, est en train de baisser de façon importante. Et on considère que d'ici à 2024, il aura à peu près baissé de 40%. Et il sera remplacé par quoi ? Il sera remplacé par du temps passé pour pouvoir regarder des offres de streaming. Et donc, on s'aperçoit que l'offre qu'attendent les téléspectateurs, elle a évolué. Ils ne veulent plus simplement voir de l'offre télévisuelle, mais ils veulent voir également des contenus tels qu'ils peuvent les découvrir au travers de Netflix, au travers de Salto également d'ailleurs, ou au travers d'Amazon Prime. Ça, c'est un changement important qui a une conséquence. Ça signifie que la durée d'écoute individuelle, la fameuse DUI qui est mesurée pour calculer la façon dont on peut vendre la publicité, cette DUI, elle est en train de baisser. Et elle a une conséquence indirecte, c'est que lorsque la DUI, lorsque la durée d'écoute individuelle baisse, ça signifie que vous faites baisser mécaniquement le prix de la publicité que vous avez, puisqu'il y a de moins en moins de gens pour regarder la télévision, vous ne pouvez pas réussir à vendre la télévision au même tarif. Donc dans un premier temps, vous pouvez...